le nouveau traité de coopération et d'intégration franco-allemande à Aix-la-Chapelle, 56 ans exactement après la signature du traité de l'Élysée qui a scellé notre réconciliation et fondé notre engagement européen commun. La ratification de ce traité a été lancée. Il entrera en vigueur dans le courant de l'année, mais sans attendre, nous souhaitons avec la chancelière, et nous en discuterons dans quelques instants, avancer dans la mise en œuvre de certains projets très concrets permis par le traité d'Aix-la-Chapelle. La création d'une plateforme numérique franco-allemande de contenu culturel et d'information, la mise en place d'un fonds citoyen franco-allemand destiné à appuyer les projets d'associations, de collectivités, d'acteurs de la société civile, la mise en place d'un comité de coopération transfrontalière chargé de régler les difficultés très concrètes des frontaliers et de faire travailler ensemble nos collectivités, ou encore la création d'un réseau franco-allemand d'innovation pour l'intelligence artificielle. À l'image du traité d'Aix-la-Chapelle, la coopération franco-allemande ne se nourrit pas que de symboles, mais aussi de projets concrets, efficaces et d'un dialogue permanent sur l'Europe entre la chancelière et moi-même. Dans quelques instants, nous évoquerons avec Madame la chancelière les principaux sujets à l'ordre du jour du Conseil européen des 21 et 22 mars, la création du budget de la zone euro, pour lequel nos ministres des Finances ont récemment fait des propositions précises et ambitieuses, en ligne avec notre décision politique commune de juin dernier à Meseberg, puis des accords obtenus dans la foulée au niveau du Conseil, la défense de l'industrie européenne face aux menaces stratégiques, et nous préparons une contribution franco-allemande en vue du Conseil européen, les relations transatlantiques et la situation internationale, et enfin la relation de défense entre la France et l'Allemagne. Bien entendu, le dernier sujet, parmi beaucoup d'autres, que nous évoquerons à la fois aujourd'hui et lors du prochain Conseil sera le Brexit. Sur ce point, notre unité de vue est totale. L'accord de retrait ne peut être renégocié. Si les Britanniques ont besoin de davantage de temps, nous pourrons examiner une demande d'extension si elle est justifiée par de nouveaux choix des Britanniques. Mais nous ne pourrons en aucun cas accepter une extension sans une perspective claire sur l'objectif poursuivi. Comme l'a dit notre négociateur Michel Barnier, nous n'avons pas besoin de temps, nous avons surtout besoin de décision. Le moment est donc venu pour les Britanniques de faire des choix et nous offrir ce que l'on se doit entre partenaires, amis et alliés, c'est-à-dire une vision claire, un projet commun pour l'avenir. Nous aurons évidemment avec Madame la Chancelière l'occasion de discuter de beaucoup d'autres sujets, de relations internationales et de notre coordination sur le plan géopolitique et de coopération en matière industrielle, économique et sur de nombreux autres sujets. En tout cas, je tenais à vous remercier, chère Angela, pour cette visite et cette séance de travail et amicale à Paris aujourd'hui. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Emmanuel Macron, meine Damen und Herren, danke für die Einladung hier nach Paris zu diesem Arbeitsbesuch. Dieses Jahr ist richtungsweisend, allein dadurch, dass ein neuer institutioneller Zyklus auch bei der Europäischen Union nach der Europawahl beginnt. Aber wir spüren auch, dass wir gemeinsame Antworten brauchen auf die veränderte geopolitische Lage, auf die Fragen der Migration, auf die Herausforderungen durch die Digitalisierung oder eben auch durch den Wandel des Klimas. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass natürlich Europa dann handlungsfähig ist, wenn auch Deutschland und Frankreich mit gemeinsamen Vorstellungen auftreten. Und deshalb werden wir heute in unserem Gespräch auch den Europäischen Rat am 21. und 22. März vorbereiten und über die verschiedensten Themen sprechen. Wir müssen einerseits außenpolitisch handlungsfähiger werden und unsere Stimme wird weltweit nur dann gehört, wenn wir auch mit gemeinsamen
gemeinsamen Haltungen auftreten. Zweitens müssen wir wirtschaftlich stark sein und innovativ. Hierfür haben wir eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht und wir stimmen darin überein, dass wir auf dem März-Rat auch noch einmal darüber sprechen müssen, wie wir uns die Industriepolitik der Europäischen Union in den nächsten Jahren vorstellen. Denn wir haben eine Vielzahl von Richtlinien, die permanent verabschiedet werden, die aber nicht unbedingt eine kohärente Antwort auf unsere wirtschaftliche und innovative Stärke geben. Und gerade der Aachener Vertrag hat noch einmal deutlich gemacht, dass wir gerade in den Bereichen der künstlichen Intelligenz, der Sprunginnovation, der strategischen Projekte für Europa auch sehr eng zwischen Deutschland und Frankreich zusammenarbeiten wollen. Und drittens stehen wir in der Tat Ende des nächsten Monats vor dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Und hier stimmen wir vollkommen überein. Ich habe das vor wenigen Tagen in Sharm el-Sheikh mit Theresa May auch noch einmal besprochen. Das Austrittsabkommen gilt. Wenn Großbritannien etwas mehr Zeit braucht, dann werden wir uns dem nicht verweigern. Aber wir streben natürlich eine geordnete Lösung an, also einen geordneten Austritt der Briten aus der Europäischen Union. Wir bedauern diesen Schritt, aber er ist Realität und wir müssen jetzt eine gute Lösung finden. Wir haben am 22. Januar bei der Unterzeichnung des Aachener Vertrages, glaube ich, deutlich gemacht, dass wir den Willen haben, eng zusammenzuarbeiten und auch eine Vielzahl von Projekten auf den Tisch gelegt. Und der Ausdruck dieser Zusammenarbeit ist natürlich auch eine beständige Abstimmung über die verschiedenen Fragen, außenpolitische Fragen und die Fragen auch der Tagesordnung des Europäischen Rates. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute ausführlich die Gelegenheit haben, diese verschiedenen Punkte zu besprechen und auch die ersten Umsetzungsschritte für den Aachener Vertrag, dessen Ratifizierung ja jetzt auch auf dem Weg ist, anzugehen, wozu zum Beispiel auch gehört, dass Kabinettsmitglieder jeweils an den Sitzungen des anderen Kabinetts teilnehmen. Und das wird unsere Zusammenarbeit nochmal sehr vertiefen. Cela nous permettra encore d'approfondir largement notre coopération et je me réjouis de la discussion qui va s'ouvrir. Nous allons maintenant prendre donc 2 questions comme prévu. Madame la chancelière, on a parlé récemment de friction, de tension dans la relation franco-allemande, qu'il s'agisse de Nord Stream ou de la question du contrôle des exportations d'armement. Où en êtes-vous sur ces dossiers et quel est pour vous le thème prioritaire dans la relation franco-allemande et quel est le rôle que vous allez accorder lors du scrutin européen? Et Monsieur le Président, qu'attendez-vous de la chancelière au niveau des relations franco-allemandes maintenant? Merci beaucoup. Depuis la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, nous avons déjà fait des progrès notables pour ce qui est de nos positions communes. Si je pense par exemple à l'adoption de la directive gaz ou à la directive pour la protection de la propriété intellectuelle, côté allemand, nous avons fait des compromis. Vielleicht welche Eruptionen es auch im digitalen Bereich in Deutschland gegeben hat im Zusammenhang mit der Verabschiedung des réactions en Allemagne dans le domaine du numérique. J'ai dit clairement que si nous voulions arriver à des solutions communes, et le Parlement, la Commission et le Conseil travaillent depuis 2 mandatures à la protection de la propriété intellectuelle. Si nous voulons y arriver, nous devons faire des compromis. Des compromis qui vont au-delà même du libellé du traité de coalition en Allemagne. Nous y sommes prêts dans des discussions très approfondies. Nous avons développé les propositions de Meseberg qui ont été évoquées par le président et nous ne nous en tenons pas là. Nos ministres des Finances ont eu des discussions approfondies et ont proposé des solutions pour un budget de la zone euro et sans le moteur franco-allemand, cela n'aurait certainement pas avancé. Pour ce qui est des exportations d'armement, ce que je viens de dire s'applique également. Nous ne pouvons être pour une armée européenne, nous ne pouvons adopter un document commun dans le sillage du traité d'Aix-la-Chapelle et dire ensuite, s'il s'agit de projets communs et lorsque les partenaires comptent sur nous, nous ne pouvons pas dire qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus prêts à discuter. Et c'est pourquoi nous allons conduire ces dialogues et nous allons les conduire entre nos gouvernements également. La relation franco-allemande, comme vient de le dire Madame la chancelière, est en effet la condition nécessaire pour faire progresser l'Europe.
et je crois que la réalisation de projets concrets entre nos pays est bonne pour chacun d'entre nous. Quand je regarde ce que nous avons fait ces 20 derniers mois ensemble, nous avons réussi à nous mettre d'accord dès juillet 2017 sur un partenariat inédit en matière de projets de défense qui est en train de progresser et d'avancer et dont en effet les clarifications que vient d'évoquer Madame la Chancelière sont un des éléments, mais avec un vrai travail de nos armées, de nos industriels. Nous avons avancé sur l'agenda d'une Europe de la défense qui n'avait rien d'évident il y a encore quelques années, parce que nous l'avons décidé ensemble et nous en avons posé les jalons, qu'il s'agisse d'une coopération renforcée, d'un fonds européen, d'une initiative européenne d'intervention et aussi des initiatives concrètes que nous avons prises un peu partout. Sur ce même domaine, nous avons décidé ensemble de lancer des initiatives. L'Alliance pour le Sahel repose avant tout sur une initiative franco-allemande que nous avons décidé pour notre politique d'aide en matière de développement dans la région du Sahel de mener ensemble avec des réalisations concrètes et en entraînant de nombreux autres bailleurs internationaux. C'est cette même volonté commune qui a permis de faire avancer l'agenda de défense des intérêts stratégiques, économiques et commerciaux de l'Europe, à travers, là aussi, des avancées à la Commission et autour de la table du Conseil. C'est parce qu'il y a eu un accord franco-allemand dès l'été 2017 que nous avons pu modifier la directive des travailleurs détachés, qui est un élément essentiel de la convergence économique et sociale entre nos deux pays, que nous sommes en train de parachever. Et au-delà de ça, au sein du marché unique et de l'Union européenne. J'ai ensuite fait des propositions à l'automne 2017 et nous avons eu un long travail ensemble qui a conduit à un accord franco-allemand à Meseberg en juin. Et c'est sur la base de cet accord que nous avons réussi, là aussi, à faire avancer l'agenda européen sur les sujets stratégiques, diplomatiques et militaires que je viens de rappeler, sur les sujets de convergence économique et sociale, et sur des projets très concrets, la taxation des GAFA, une politique et une stratégie mieux coordonnées en matière énergétique et commerciale, ou un budget de la zone euro que nous avons acté en décembre dernier. Et nous avons avancé sur le plan bilatéral avec le traité d'Aix-la-Chapelle, que nous avons l'un et l'autre rappelé, et qui a été signé il y a un mois. Tout ça sont les jalons de la relation durant ces 20 derniers mois. Elle est donc forte, efficace, et elle nous permet de lever de chaque côté ce qui sont parfois vécus comme des contraintes, qui suscitent des débats de part et d'autre, et c'est tout à fait normal, mais je crois nous permet d'être, d'une part, deux acteurs essentiels de la politique européenne de plus en plus proches et de mieux en mieux coordonnés, et d'agir au niveau de l'Union européenne pour avoir une Europe qui soit plus unie, plus souveraine, quels que soient les secteurs, qu'il s'agisse du numérique en passant par l'énergie jusqu'au militaire, et aussi plus démocratique. C'est cela que j'attends des prochains mois pour nous ensemble. Bonjour, Laurence Benamou, Agence France-Presse. Monsieur le Président Macron, vous avez parlé de rétablir une Europe plus souveraine. On a eu un exemple d'un coup de canif dans cette souveraineté ou dans l'unité, disons, des Européens pour cette souveraineté avec l'entrée au capital de l'État néerlandais dans Air France-KLM, sans même avertir la France. Donc déjà, que pensez-vous de cette action? Même question pour Mme Merkel. Et aussi, par ailleurs, pour préparer le Conseil européen du 21 mars, est-ce que vous avez parlé de nouveaux projets plus concrets, comme ceux dont peut-être le président Macron veut parler dans une expression européenne la semaine prochaine ou dans 10 jours, sur, par exemple, soutenir le projet d'une banque européenne pour le climat, réformer le droit de la concurrence, puisque l'alliance Alstom-Siemens a été empêchée par les régulations actuelles. Et puis enfin, le Conseil de l'Europe vient de demander à la France de restreindre l'usage des LBD. Monsieur le Président, vous qui soutenez les décisions européennes, que pensez-vous de cette recommandation? Et est-ce que Mme Merkel, vous soutenez cette demande du Conseil de l'Europe? Merci beaucoup. Sur vos 3 points, il ne s'agit pas d'une question de souveraineté pour la décision néerlandaise d'entrer au capital d'Air France-KLM. Ce n'est pas la souveraineté européenne qui est en cause sur ce sujet. Comme cela a été dit par les ministres compétents, le gouvernement français n'a pas été informé de cette décision et de sa mise en œuvre. J'en prends note. Il appartient maintenant au gouvernement néerlandais de clarifier ses intentions en cette affaire. Et c'est pourquoi le ministre de l'économie et des finances a invité son homologue néerlandais
à venir à Paris pour pouvoir les expliquer. Ce qui importe en la matière, puisqu'il s'agit d'une grande société européenne, où il y a de nombreux salariés de part et d'autre, et même au-delà de la France et des Pays-Bas. Ce qui importe, c'est que l'intérêt de la société soit préservé, que le droit des sociétés soit respecté, et qu'en aucun cas des débats de politique intérieure ne soient importés autour de la table du conseil d'administration. Voilà. Et donc pour le reste, nous souhaitons un groupe Air France-KLM qui soit fort, et les clarifications qui sont attendues. Sur le deuxième sujet, nous allons bien évidemment évoquer les sujets de climat, de droit de la concurrence et de réforme de notre politique européenne en matière industrielle et de concurrence, puisque ça fait partie des sujets que nous aurons à discuter au prochain Conseil, et sur lequel d'ailleurs il y a une coordination entre nos deux pays depuis plusieurs années, une volonté de réfléchir en commun. Et donc au-delà en effet du cas précis qui a été notifié par la Commission, notre volonté est de porter ensemble une feuille de route commune et donc des projets de réforme. Sur le dernier point que vous avez évoqué, il appartiendra au ministre de l'Intérieur de répondre point à point avec sa collègue garde des Sceaux sur les recommandations qui sont faites. Mais comme vous le savez, il y a déjà eu une politique de très grande limitation et de transparence de ces matériels qui a été coordonnée par le ministre, avec une doctrine claire qui a été établie et aussi des caméras qui ont été mises en place pour s'assurer de bonne utilisation du suivi, comme d'ailleurs un suivi qui est assuré par les corps d'inspection nécessaires lorsque des abus sont dénoncés. Je pense qu'à ce titre, la meilleure manière d'éviter ces utilisations et ces cas, c'est d'éviter d'avoir des gens qui considèrent que le samedi après-midi est fait pour casser les vitrines, casser les institutions ou s'attaquer aux forces de l'ordre. Parce que, je vous le dis très simplement, je ne laisserai pas les forces de l'ordre sans aucun moyen ni d'assurer l'ordre public, ni de se défendre face à des gens qui arrivent aujourd'hui armés et avec les pires intentions. Ja, ein Grund, dass wir heute dieses Arbeitsgespräch hier in Paris haben, ist ja auch die Vorbereitung cette réunion de travail aujourd'hui à Paris, c'est notamment la préparation du Conseil européen. Nous avons décidé de mettre à l'ordre du jour la politique industrielle. Un exemple, ce sont les échanges entre nos ministres de l'économie pour mettre en place un projet européen pour la production de batteries, ce qui est très important dans la perspective de la mobilité future, et nous sommes l'un et l'autre convaincus que l'Europe doit avoir les capacités pour apporter des éléments tout à fait essentiels de la mobilité électrique. Nous avons également étroitement travaillé sur Siemens et Alstom, sur notre façon de concevoir le droit de la concurrence. Alors, sans encore être entré dans les détails, nous entrevoyons des changements nécessaires pour donner les bonnes réponses à la mondialisation. Et la France et l'Allemagne apporteront leurs initiatives et attireront l'attention sur ce que nous faisons d'ailleurs déjà depuis des années dans le cadre de la European Round Table. C'est qu'en matière de digitalisation, il n'y a pas que Alstom et Siemens, la question des acteurs mondiaux, de la force que doit avoir l'Europe. Il faut essayer de trouver des réponses raisonnables à ces enjeux et à ces questions. Et pour moi, il y a lieu d'agir. Et la question sur le Conseil européen, le président de la République y a amplement répondu. Merci beaucoup. Merci à vous.